Bonjour à tous, Jean-David No, bienvenue sur Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Bon, aujourd'hui on va parler de fiscalité, c'est encore un sujet très gai, mais bon, c'est pas le sujet le moins important en ce moment, je pense. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, parler de l'état dans lequel se trouve la France aujourd'hui, qui est c'est désastreux, c'est-à-dire on voit tous ce que c'est, je veux dire, on a un état tentaculaire. Aujourd'hui, il est partout, et comme il est partout, il est partout dans l'économie. Il entrave à la fois les individus et évidemment, de fait, l'économie, puisque les entreprises, elles bougent pas toutes seules, ce sont les individus qui font l'économie. Et de fait, il y a quasi interdit de travailler, c'est-à-dire que le salarié moyen, là, il est taxé à 70% s'il laisse un héritage et pas loin de 60% s'il laisse rien derrière lui. Voilà, c'est super. Les entreprises, elles sont taxées, réglementées, régulées dans tous les sens. Je veux dire, c'est très difficile d'entreprendre, c'est très cher, elles sont taxées. Et comme ça suffisait pas, je veux dire, on ne peut pas embaucher. Les entreprises ne peuvent pas. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on a le code du travail, donc il faut au moins un conteneur standard pour le stocker. Je veux dire, il est très gros, c'est impossible de. Voilà, même si certains ils vont nous dire ah oui, mais là comme ça il y avait la loi de. La loi El Khomri, ça diminuait le code du travail. C'est faux, c'est des conneries, c'est toujours aussi compliqué de travailler en France. Je veux dire, on a un code du travail qui est compliqué, on a des conventions collectives qui sont complètement cons. Je veux dire, là j'ai appris dans ma boîte par exemple, rendez-vous compte, c'est interdit de stocker de l'aspirine. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs l'écharpe, je suis un peu enrhumé, grippé, je sais pas très bien. En tout cas, c'est interdit de stocker de l'aspirine parce que rendez-vous compte, il y a des gens qui sont allergiques à l'aspirine. Vous vous rendez compte, c'est tellement con. Je veux dire, c'est avec un raisonnement comme ça, en fait, il faut interdire la machine qui distribue les Mars, parce que, je sais pas, il y a des cacahuètes, je crois, dans le Mars, ou un truc de ce genre. C'est complètement débile. Voilà. Donc, ça, c'est la situation des entreprises. C'est très difficile pour elles d'être fondées, d'être entretenues, de se développer. Et tiens, comme ça ne suffisait pas, il y a aussi les syndicats. Je veux dire, à partir d'une certaine taille, les entreprises sont obligées d'entretenir un syndicat sur leur denier. Donc ils sont subventionnés, il y en a pour 80 millions d'euros chaque année. Chaque année, ils sont augmentés leur dotation d'ailleurs. Tout le monde trouve ça normal, tout le monde trouve ça très bien. Comme si c'était normal que les gens qui sont pas syndiqués financent les syndicats. Non, moi je me dis que une situation normale, ça serait que les syndicats soient subventionnés par les syndiqués. Non, ça serait pas plus logique un truc comme ça. Là, puis au moins, comme ça, on serait sûr que ces gens-là représentent quelqu'un. Là, aujourd'hui, ils représentent quoi? Ils représentent des gros intérêts corporatistes. Ils représentent des gens qui sont en fait à coquiner au pouvoir. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup plus intérêt à aller dans le sens du pouvoir que d'aller dans le sens des travailleurs, puisque qui les paye le mieux? Ce sont les contribuables. Via les impôts, ils leur donnent 80 millions chaque année. Je veux dire, c'est quand même pas rien, 80 millions. Je veux dire, si vous receviez d'un côté, je sais pas, mettons 800 balles de la part d'une personne A et 100 balles de la part d'une personne B, qui est-ce que vous cherchez à satisfaire le plus? Celui qui donne 800 ou celui qui vous donne 100? Voilà, vous faites plus attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous propagez comme idée, pour satisfaire la première personne, celle qui vous donne 800 balles. Voilà, donc les syndicats aujourd'hui c'est ça. Je veux dire, ils ont aucune incitation naturelle à défendre les travailleurs. Et du coup, on voit ce qui se passe. D'ailleurs, on avait vu là pour les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils sont a priori apolitiques au sens de pas de parti, pas de syndicat. Ils refusaient l'intervention des syndicats. Et les syndicats, qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment donné, dès qu'ils ont eu l'occasion, ils ont dit bon, ok, vous voulez pas de nous, dans ce cas, on va appeler à ce que vous cessiez le mouvement et on va pas mobiliser nos troupes. Donc, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce qu'on n'a pas envie d'allier comme ça. Mais on voit bien qu'ils ne sont pas du côté du peuple. Ils ne sont pas du côté du peuple. Pourquoi? Parce qu'ils sont financés par les impôts. Donc bon, c'était un long aparté sur les syndicats, mais je pensais que c'était intéressant quand même et important de faire cette petite mise au point. Voilà, mais bon, c'est pas tout. Donc l'État, il est dans les entreprises, évidemment. Mais bon, il n'est pas que dans les entreprises. Il est également dans tous les autres domaines de la vie des gens, en général, et de l'économie de fait. On a des contrôles des prix dans tous les sens, on a des minimums et des maximums des prix. Donc typiquement, les minimums des prix, c'est des trucs qui génèrent du gaspillage. Donc si vous mettez un minimum des prix sur un marché, par exemple, interdit de vendre les noix de coco moins cher que un certain prix, on va se retrouver avec des noix de coco qui valent, dont le prix naturel correspond au minimum des prix. Alors qu'il pourrait y avoir des noix de coco moins chères pour les acheteurs qui voudraient acheter ces noix de coco moins chères. Bon, un minimum des prix qui existe en France, devinez quoi, c'est le SMIC. Oui, c'est un minimum des prix, et le salaire, c'est un prix comme un autre. C'est-à-dire que et ça produit exactement les mêmes effets d'ailleurs. C'est-à-dire que le fait d'obliger
les entreprises à payer cher leur... oui, parce que ça coûte cher un SMIC. Hein. Alors je sais qu'on vit pas bien avec, hein, les smicards, je vois... Là, j'en ai rencontré quelques-uns sur les ronds-points, et puis moi, je sais que c'est pas facile pour eux, mais pour l'entreprise, ça coûte très cher. Ça coûte du pognon de faire un truc comme ça, de payer des gens au SMIC. Donc, le SMIC, c'est bien le minimum des prix, et de fait, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve des emplois qui s'ajustent. Enfin, en gros, tous les petits boulots disparaissent, quoi. Maintenant, il n'y a plus le boulot au SMIC, effectivement, c'est un boulot avec des qualifications. On fait pas de boulot, on fait plus de petits boulots pour moins que le SMIC. Et de fait, les gens qui voudraient bien travailler, mais qui peuvent pas le faire, parce qu'ils ont peut-être même pas les qualifications pour faire un SMIC, bah ces mecs-là, ils se retrouvent à pointer aux allocs. Donc c'est super, minimum des prix, c'est un gaspillage. Alors là, pour le coup, on avait le gaspillage des noix de coco, mais là, on a un gaspillage humain terrible. On a des gens qui se retrouvent, marginaux à cause de ça. Donc c'est pas une bonne chose. On a ensuite des maximums des prix. Donc là, typiquement, c'est les maximums des prix, ça génère des pénuries. Alors celui auquel je pense, ça va être les loyers. Typiquement, alors c'est pas exactement un maximum des prix, mais ils sont, en tout cas, les loyers dans les grandes villes sont très encadrés. On peut pas les augmenter comme on veut, on peut pas les ajuster comme on le souhaite, si on est propriétaire, et ça devient très très compliqué. Et de fait, bon, ça plus toute la réglementation qu'il y a autour de la location de biens immobiliers, bah, je veux dire, ça fait qu'on se retrouve avec des pénuries de logements. Bah oui, c'est-à-dire, je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé de chercher un logement à Paris, c'est pas drôle, hein, c'est long, c'est compliqué, ça coûte une blinde. En général, on se retrouve dans une cage à lapins qui est en même pas très bon état, ça va payer très cher. Mais à la fin, on se retrouve avec tous les défauts, du contrôle des prix, c'est-à-dire du gaspillage ou des pénuries, voire les deux. Donc, dans tous les cas, on se retrouve avec des produits qui sont chers, peu disponibles, et puis bon, bah, évidemment, des pauvres et du chômage, hein, comme toujours. Bon, on a aussi du capitalisme de connivence dans tous les sens, c'est-à-dire typiquement ça va être les fabricants de trains, les fabricants d'avions, les fabricants de routes, ce genre de choses. Bah, ces mecs-là, ils travaillent que avec le gouvernement. Je veux dire, quand ils ont... tiens, il y a les banques aussi, c'est quand même un bon exemple de capitalisme de connivence ces derniers temps, c'est-à-dire qu'ils font des profits privés, c'est-à-dire qu'effectivement quand ils peuvent se faire du pognon, c'est pour les employés de la banque. Par contre, quand ils perdent du pognon, là, c'est plus du tout les employés de la banque qui payent, c'est-à-dire qu'ils font pas faillite, mais ce sont les Français qui remboursent avec leurs impôts, sans qu'ils aient la possibilité de dire oui ou non d'ailleurs. Hein. Donc on a des profits privés, des pertes publiques, voilà, donc c'est génial. C'est encore un truc vachement efficace qui maintient en vie des zombies économiques. Donc, typiquement, je crois la Société Générale, ou je sais plus quelle banque là qui s'était retrouvée dans une situation comme ça en France il y a quelques années. Bah, c'est exactement ça. Je veux dire, un truc comme ça, on voit bien ce que ça génère. Je veux dire, c'est pas une bonne chose. Voilà, on a ça. On a évidemment mon préféré, l'État-providence, qui coûte une blinde et qui sert à rien. C'est-à-dire que, qui sert à rien. Si, ça sert quand même à fabriquer des tas de pauvres. C'est-à-dire que, comme ça coûte cher, bah, il faut des taxes pour le financer, il faut beaucoup de taxes. On se retrouve avec des taxes massives. Donc des taxes massives, c'est une difficulté d'embaucher pour les entreprises. Ça peut être aussi même des gens qui sont virés. Et de fait, on se retrouve avec des nouveaux pauvres. Des mecs qui peuvent pas trouver de boulot, ou qui perdent le leur, et qui se retrouvent du coup à devoir pointer à quoi? À l'État-providence. L'État-providence qui devra donc grossir d'année en année, et d'année en année, il faudra donc plus de taxes, il va faire plus de pauvres, il va avoir donc plus de clients cet État-providence, et en fin de compte, ça va être sans fin, quoi. Je veux dire, ce truc-là, ça s'arrêtera, enfin, il faut que ça s'arrête. C'est soit ça s'arrête, soit on arrive à l'arrêter nous-mêmes, soit on n'y arrive pas, et à ce moment-là, ça s'arrêtera, c'est la réalité qui l'arrêtera, quand il y aura plus de pauvres à créer, quand il restera plus que des pauvres en France, et à ce moment-là, tout s'effondrera, parce qu'il n'y aura plus personne pour financer ce truc. Donc il faut que ça cesse. Voilà, donc on voit que tout ça, ça coûte cher. Il y a 1000 autres exemples, mais je veux pas que ça dure 3 heures. Mais à la fin, on voit que l'État est partout, il réglemente tout, il y a trop de lois, on comprend rien. Ça peut pas durer. Tout ça, ça coûte du pognon. Ça coûte en taxes, ça coûte en chômage, en pauvreté. Ça peut pas durer. Bah, vous savez quoi, il y a une solution. La solution, c'est que la France devienne un paradis fiscal. Voilà, c'est tous ces trucs-là, il faut les détricoter à un moment donné. Hein. C'est-à-dire qu'il faut désintriquer l'État de la vie des gens. Je veux dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'État qui est, voilà, il est partout, l'État. Et à chaque fois, il y a mauvaise gestion. À chaque fois, il fait n'importe quoi. Il génère des taxes du chômage, de la pauvreté. Et la seule réponse, c'est ah bah tiens, si on avait un peu plus d'État pour régler ce problème qui a été généré par l'État. Ça pourra pas marcher. Comme ça peut pas marcher, bah, il faut se passer de l'État pour résoudre le problème. Pour se passer de l'État pour résoudre le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement le virer. Il faut faire en sorte qu'il y ait donc moins de taxes, plus de liberté, c'est la première chose, mais il faut le faire de façon massive. Donc il faut que la France devienne un paradis fiscal. Il faut que les taxes soient basses, beaucoup plus basses que, je sais pas moi, en Irlande par exemple. Il faudrait que véritablement la France devienne un paradis fiscal, qu'on y paye peu de taxes, qu'il y ait peu de lois. On touche évidemment pas à défense de tuer, défense de voler, et ne porte pas de faux témoignages. Hein. Je pense que si on pouvait juste avoir ça, ça suffira. Ça suffirait, c'est-à-dire que voilà, la plupart des problèmes des hommes tombent dans cette catégorie-là.
Je veux dire, on arrive toujours à faire tomber un problème, un litige, dans cette catégorie. Prenez par exemple, tiens c'est un exemple que j'avais déjà donné, mais c'était sur voilà, genre, je sais pas, genre l'interdiction du glyphosate par exemple, ou la non-interdiction du glyphosate. Alors tout le monde se dit, il y a des débats dessus, on a les rouges, ils nous disent oh là là, il faut l'interdire, c'est un poison, c'est affreux. Et d'autres qui disent non, 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 c'est pas un poison, c'est très bien le glyphosate, c'est super, ça sauve des gens, ça permet de nourrir la planète. Alors, moi, je sais pas trop où est la réalité. C'est peut-être les deux en fait, hein. C'est peut-être un truc qui permet de nourrir la planète, qui donne le cancer, c'est possible, j'en sais rien du tout. À vrai dire, j'en ai un peu rien à foutre aussi. Moi, ce que je vois, c'est que la question, c'est pas de savoir s'il faut l'interdire ou pas, c'est simplement d'appliquer la responsabilité pénale. Regardez, personne n'interdit les couteaux, pourtant avec un couteau, on peut tuer une personne. Je veux dire, c'est terrible de tuer une personne avec un couteau, avec autre chose. Mais le couteau, il peut être utile aussi. Je dirais peut-être que un produit toxique et dangereux comme alors que ce soit le glyphosate ou j'en sais rien moi, tiens l'essence ordinaire ou super, hein, je veux dire c'est aussi un poison. Il faut pas la boire l'essence, hein, je veux dire, mais pourtant c'est très utile pour mettre dans les voitures. C'est pas pour ça qu'on l'interdit. Simplement il y a une utilité pour ce truc-là. Et évidemment le mec qui va faire passer de l'essence pour je sais pas moi un jus de pomme par exemple, bah, évidemment ce mec-là c'est un empoisonneur et il faut le punir. Il doit être puni, il doit passer devant un tribunal ce mec-là à un moment donné. Et bah pour le glyphosate c'est la même chose. Vous voyez, donc c'est cette histoire de problèmes précis qui se posent sur des produits, bah, en fin de compte, je veux dire, qu'est-ce que c'est un empoisonnement? C'est une agression. C'est ni plus ni moins qu'une agression. Donc, ça tombe dans ce tiroir-là. On va me dire, ah oui, mais les abus, genre le gars qui va faire travailler un autre il va lui faire 48 heures et tout. Oui, mais bon, bah, ça c'est un contrat libre. C'est pareil, je veux dire, si vraiment il y a un abus, c'est-à-dire que si le mec voilà, il enchaîne son employé, il lui donne des coups de fouet et tout, bon, bah, voilà, ça c'est une agression. Maintenant, si le contrat c'est de dire, bon, bah, voilà, tu vas travailler 50 heures pour moi et puis tu vas te payer 3 cacahuètes, bah, ça rentre pas dans le cadre de l'agression. Je veux dire, et le mec, qui va être payé 3 cacahuètes pour 50 heures, je me dis qu'il ferait mieux de se barrer quand même. Il doit y avoir des meilleurs deals quand même quelque part sur la place du marché pour travailler. Non, vous pensez pas? Je veux dire, qui accepterait un deal comme ça? Je veux dire, faut être quand même sacrément, hein? Voilà, je vais pas dire le mot. Voilà. Donc tout ça, ça peut tomber. Ça peut toujours tomber dans ces catégories-là. C'est pas la peine d'avoir un code des lois tentaculaires, donc on peut s'en passer. Si on n'a pas un code des lois tentaculaires, on n'a pas non plus des taxes tentaculaires. Parce que si on a un code des lois tentaculaires, ça veut dire que l'État est partout à vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'abus, machin. En plus de ça, ça engorge les tribunaux pour des crimes qui n'en sont pas. Je veux dire, typiquement, un truc comme, par exemple, c'est oh là là, tu as roulé à 95 km/h au lieu de 80, c'est très très mal, il faut pas le faire. Alors c'est interdit, hein, et si c'est interdit, tu dois être puni. Vous vous rendez compte un peu du truc que c'est? C'est un crime sans victime. Je veux dire, personne n'est mort, tout le monde s'en fout. Et si on se tue en roulant à 80, bah, c'est de notre responsabilité évidemment. Je veux dire, puis on est le premier puni aussi. Hein. Alors on dira ah oui mais il y a peut-être une voiture en face, un piéton, un hérisson que t'as écrasé, c'est possible. Mais ça serait peut-être aussi arrivé à 80, ça serait peut-être arrivé à une autre vitesse. À la fin, ça reste un problème sur la route. C'est-à-dire que il faut punir les gens quand ils commettent des crimes, pas pour des crimes qu'ils pourraient commettre. C'est-à-dire que c'est de la même façon que ça serait de dire, bah, on revient sur l'exemple des couteaux, hein, je veux dire, on va pas interdire les gens d'acheter un couteau parce que potentiellement ils pourraient tuer quelqu'un avec. Enfin, si, il y a le maire de Londres, il a essayé. Mais, enfin, en tout cas, il en a parlé, tellement bête celui-là. Mais évidemment, ça n'a rien donné. Je veux dire, on va pas interdire les couteaux. Je veux dire, enfin, peut-être que si, peut-être qu'ils vont le faire en fin de compte, hein, quand on sera vraiment dans une prison. Une vraie prison. Là, pour l'instant, on est seulement dans une prison fiscale. Mais peut-être que demain, on sera dans une prison réelle avec des miradors. Dans une vraie société totalitaire, il n'y aura plus aucune liberté, et là, effectivement, on n'aura plus le droit d'avoir des couteaux sur soi, quoi. On sera à la merci de tout le monde. Et on devra, je sais pas, il faudra un fonctionnaire pour nous couper la viande, c'est ça? Bon. Donc, cette histoire-là, ça peut évidemment pas marcher. Donc, des crimes sans victime, c'est le fait d'avoir ces crimes sans victime qui existent, bah, évidemment, il faut donc des fonctionnaires pour les contrôler. Donc, on utilise les policiers à ça plutôt qu'à autre chose, plutôt qu'à courir derrière les vrais méchants, qui eux font des vrais crimes, avec des vraies victimes. Donc, vous voyez, il y a que des avantages en fait à simplifier la loi et à laisser les individus libres. Bon, donc évidemment, le fait que la France devienne un paradis fiscal, bon, bah, ça veut dire moins d'entrave, moins de lois, on laisse faire les individus et on arrête de leur casser les têtes et les pieds pour des actions qui ne posent en vérité de problème à personne, à part à des fonctionnaires, quoi. Donc, pas d'intervention dans l'économie. Pas d'intervention dans l'économie, moins de taxes, ça veut dire, bah, de fait, plus de facilité d'embaucher pour les entreprises,
plus de pouvoir d'achat pour les gens. Je veux dire, ça, quand on est un travailleur pauvre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on gagne le SMIC ou un peu plus que le SMIC, voire ou qu'on oscille entre 2-3 CDD payés pas cher et des longues périodes de chômage entre les deux, bah, je veux dire, normalement on devrait être content d'avoir un truc comme ça, parce que ça nous permet de nous de travailler, c'est-à-dire que le travail coûte moins cher, donc on est plus facilement embauchable. Donc c'est un truc que, évidemment, les riches aiment bien les paradis fiscaux, ils peuvent y entreposer leur fric, éventuellement y avoir une villa, c'est sympa quoi, un paradis fiscal quand on est riche. Mais c'est aussi bien pour un pauvre, figurez-vous, parce que le pauvre, je veux dire, il est plus facilement embauchable, par justement le risque qu'il y aura son industrie, ce genre de choses, ça va lui coûter moins cher d'embaucher ce mec-là, et donc il pourra avoir du boulot. Ça sera plus facile. Et derrière, donc si c'est plus facile, c'est-à-dire qu'évidemment ça va attirer des tas de gens, ça va attirer des riches, des entreprises, des industries, ces gens-là ils voudront embaucher, et à un moment donné, s'ils proposent des mauvais deals aux pauvres, par exemple, tiens l'exemple que je donnais tout à l'heure, genre on va travailler, j'ouvre un poste de tourneur-fraiseur pour 50 heures par semaine, payer 3 cacahuètes, c'est... Je veux dire, non, personne ne va y aller. Je veux dire, et évidemment, il y aura une concurrence qui va s'opérer entre les offreurs de travail. C'est-à-dire que ces industries, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont évidemment se faire concurrence entre elles. Je veux dire, personne ne va travailler pour ce prix-là. Les mecs, ils vont dire, oh bah tiens, tu me payes 3 cacahuètes, bah, je vais aller voir l'autre et peut-être qu'ils vont en offrir un petit peu plus. Et jusqu'à temps qu'on arrive à un salaire qui sera décent. Et je veux dire, c'est ça ce qui va se passer. C'est ça qui se passe sur un marché libre, figurez-vous. Donc, le marché libre, évidemment, le marché libre et le paradis fiscal, les riches adorent ça parce qu'ils sont peu taxés, mais les pauvres ils aiment pas ça parce qu'ils ont l'impression que les riches vont, enfin c'est forcément un truc qui se fait aux dépens des riches, mais c'est faux. En vérité, c'est aussi le meilleur deal pour les pauvres puisqu'ils peuvent travailler, ils sont moins taxés. Si les gens sont moins taxés, bah, ça fait que les produits sont moins chers, donc c'est un truc qui va à la fois pour le pouvoir d'achat et pour le pouvoir d'embaucher. Donc c'est pour vous les mecs, vous devriez soutenir cette histoire-là. Voilà. Ça veut dire également qu'on a moins besoin d'un état-providence, donc on peut le réduire. On peut le réduire beaucoup. Alors évidemment, ça c'est à titre transitoire, on pourrait peut-être même garder un petit état-providence, quelque chose de léger qui coûterait pas trop cher et qui créerait pas trop de pauvres. Par exemple, un revenu universel en remplacement de toutes les aides. Ça pourrait être un truc envisageable et qui du coup, permettrait à ceux qui ont vraiment des gros problèmes, à titre transitoire bien sûr, en attendant que la charité privée se mette en place, se permette évidemment de ne pas crever la gueule ouverte sur le trottoir, quoi. Parce que personne n'a envie de ça, évidemment. Voilà, donc résultat, qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qu'on deviendrait en paradis fiscal? On deviendrait le pays préféré des riches. C'est vachement bien, ils viendraient tous chez nous, ils iraient se fabriquer des super villas, ils achèteraient des Ferrari. Alors bon, ok, c'est pas les Français qui fabriquent les Ferrari, mais on s'en fout, hein, en fait. Je veux dire, là, s'ils viennent en France, ils vont les faire réparer en France, puis ça coûte cher d'entretenir une Ferrari. Hein. Il faut faire des réparations tout le temps, il faut faire de l'entretien tout le temps, bon, il faut bien un garagiste pour faire ça. Et le garagiste, ça sera peut-être vous. Pour entretenir la villa, ce sera peut-être vous aussi. Ce mec-là, je veux dire, il va peut-être, comme c'est un paradis fiscal, il y aura tout intérêt à faire une entreprise chez nous, en France, et le boulot d'ouvrier, d'employé, de cadre, je sais pas quoi d'ailleurs, ça sera peut-être le vôtre. Donc on n'aurait que des avantages. Donc il faut le faire. Donc la France doit devenir un paradis fiscal. Voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc ça, évidemment, j'espère que ça va tourner chez les Gilets jaunes parce que c'est quand même essentiel. Là pour le coup, c'est quand même essentiellement eux que je m'adresse. C'est la seule solution. La France doit devenir un paradis fiscal. Il faut le faire. Il y aura que des avantages. On s'en sortira mieux comme ça. Voilà. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout. Si j'ai dit une grosse connerie, si j'oublie un truc, si tout n'est pas clair, si je bafouille, contactez-moi, informez-moi, ne me laissez pas dans l'ignorance, je corrigerai dans la mesure du possible. Si vous aimez ce que je fais, eh bien abonnez-vous, cliquez sur le bouton subscribe, mettez un pouce vers le haut, comme ça. Envoyez cette vidéo, partagez-la à vos amis, à vos ennemis aussi. C'est ce que spécialement si ça vous a pas plu, partagez à vos ennemis parce que eux ça leur plaira peut-être, et partagez, si ça vous a plu, partagez à vos amis parce que eux c'est sûr que ça leur plaira. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Ah oui, également, si vous aimez vraiment ce que je fais, soutenez-moi, encouragez-moi en réalisant une donation via le Tipeee. L'adresse Tipeee qui est Tipeee/radio-volontarisme. Je mettrai l'adresse dans la description pour... voilà, ça sera un lien, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Et vous pouvez me faire un petit don, si ça vous dit.
Voilà, je vous remercie beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir.